ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire ne sont jamais disparus de nos cœurs. Nous pensons à eux. Chers auditeurs, vous avez compris, comme je disais au début, nous sommes en édition spéciale. Je reçois M. Bernard Oudin, depuis Paris, que vous connaissez déjà. M. Bernard Oudin, il est le porte-parole de M. Laurent Gbagbo Koudou pour la zone Europe, Amérique du Nord. Alors, avec M. Bernard Oudin, nous allons parler plus précisément de la rencontre qu'il a eue. Oui, je précise qu'il a été reçu il y a cela à peu près 5 jours par le président Laurent Gbagbo Koudou depuis le siège de la Cour pénale internationale. Alors, nous allons donc débattre également de ce que vous connaissez déjà, ce qu'on appelle la liberté provisoire qui a été accordée à plusieurs cadres du Front populaire ivoirien. Nous reviendrons sur ça et au cours de cette émission, à la fin, nous aurions quelques membres du panel qui poseront des questions à notre invité, qui est déjà en ligne. Bonjour, Monsieur Bernard Oudin. Oui, bonjour docteur, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci beaucoup pour votre présence, pour surtout d'avoir accepté notre invitation. Comme je disais au début de cette émission, vous êtes le porte-parole et beaucoup de médias français et africains vous considèrent également comme l'ami personnel du président Laurent Gbagbo Koudou. Alors, Monsieur Bernard Oudin, sans attendre, nous savons que vous avez été reçu, je crois, le 2 août, voilà, par le président Laurent Gbagbo Koudou. On signale aussi que le président Laurent Gbagbo Koudou a reçu au mois de juillet la visite de Madame Nadiana Bamba, qui est considérée comme sa deuxième épouse. Il a reçu aussi Joe Mamadou, son neveu, et vous, qui êtes considéré, comme je disais, comme porte-parole pour l'Europe et l'Amérique du président Laurent Gbagbo Koudou. La première question que j'aimerais vous poser, parce que là, vous êtes un témoin important. Alors, vous l'avez reçu, comment se porte-t-il? D'abord, je voudrais faire quelques petites précisions, docteur, si vous permettez, pour que le débat soit clair. Je suis effectivement le représentant du porte-parole du président, qui est M. Justin Koné-Katinan, qui est actuellement au Ghana, avec des difficultés juridiques. Le gouvernement de M. Ouattara essaye de lui mettre sur le dos, mais je pense que ces déboires sont bientôt terminés. Et je suis aussi, bien avant la crise, depuis plusieurs années, conseiller spécial à la présidence, à l'époque où le président était au palais. Le président reçoit des gens, beaucoup de monde, en particulier de la famille, et vous avez cité des gens qui font partie de la sphère privée. Et puis il reçoit des collaborateurs dont j'ai l'honneur et le plaisir de faire partie. Vous comprendrez bien que les visites au président, la teneur de nos entretiens nous appartient. La seule chose que je puisse dire à vos auditrices et à vos auditeurs, c'est qu'à chaque fois que je visite le président, j'en ressors avec la conviction encore plus affirmée à chaque fois que nous sommes en face d'un homme d'État, nous sommes en face d'un homme qui va marquer l'histoire, d'un homme qui a une grande valeur morale, d'un homme qui n'est pas abattu, d'un homme qui est debout dans l'adversité et qui sait que c'est une épreuve parmi d'autres à traverser dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire future. C'est l'essentiel de ce que je pourrais dire de ma visite ou de mes visites au président. Maintenant, je suis prêt à répondre à toutes les autres questions, en particulier concernant les libérations provisoires où il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, je suis à votre disposition. Allô? Justement, Monsieur Bernard Oudin, la justice de votre pays, je précise bien quand je dis votre pays, puisque vous êtes franco-ivoirien. Oui, j'ai les deux nationalités. Voilà,
accordé une liberté provisoire à plusieurs cadres du Front populaire ivoirien qui ont été, il faut préciser, emprisonnés arbitrairement. Alors, on peut citer les exemples de M. Michel Gbagbo, le fils du président Laurent Gbagbo Koudou. Il y a aussi M. Pascal Assi Nguesson, au cadre du Front populaire ivoirien. M. Justin Kouaou, je sais bien ça, il est responsable donc de la jeunesse et les autres cadres de cette formation politique. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme l'affirment les autorités de votre pays, que cet acte rentre dans le cadre d'un apaisement politique, ou bien ça rentre dans le cadre de ce qu'on peut attendre, puisque M. Assi Nguesson, il a bien précisé, dans le cadre d'une ouverture d'un dialogue probable d'ici peu. M. Bernard Audin. D'abord, je vous dirais que nous sommes aujourd'hui le 7 août, la fête nationale en Côte d'Ivoire. Je sais à peu près depuis 5 semaines que les libérations qui ont eu lieu lundi allaient se produire. Si je le savais à cette époque-là, je n'étais pas dans le cerveau du procureur de la République à Abidjan, mais dans mes contacts de réseau en France. C'est-à-dire que la libération qui a eu lieu lundi est le fruit d'une mobilisation permanente des Ivoiriennes et des Ivoiriens de Côte d'Ivoire, de la diaspora et de tous leurs amis africains ou non africains. De l'effort qui a été fait sur les milieux politiques français et occidentaux en général, sur les efforts déployés vis-à-vis de la presse pour faire comprendre qu'une Côte d'Ivoire ne peut redevenir un pays démocratique et réconcilié que si tous ses filles et fils ont la capacité de discuter. Et on ne peut pas laisser des centaines de personnes en prison, parce qu'il y a eu 12 libérations, mais rappelons qu'il y a quelques centaines de personnes en prison au nom de leur attachement au président Gbagbo, que ce soit des civils ou des militaires. Et donc, je vais maintenant revenir sur les détails de cette libération. On parle de cadres du FPI. Il y a effectivement des cadres du FPI, mais il n'y a pas que des cadres du FPI dans les gens qui ont été libérés. D'abord, il y a un intrus dans la liste. Un fameux colonel, Kouakou, qui n'est ni de près ni de loin un pro-Gbagbo, qui a eu des déboires avec la justice de M. Ouattara et qui se retrouve embarqué dans une libération avec des grands responsables pro-Gbagbo. Je m'excuse, j'ai un retour dans le casque, c'est très délicat pour parler. Je vous en prie, on vous entend très bien. Oui, mais moi j'ai un retour dans le casque, c'est assez difficile. Donc je disais que ce monsieur Kouakou, donc il faut l'enlever de la liste des pro-Gbagbo. Et dans les autres personnes libérées, il y a par exemple monsieur Dakouri Tableh, qui n'est pas un membre politique du FPI, qui est un homme proche du président Gbagbo pour les idées, mais qui était surtout le gouverneur de la BCEAO. Et il y a des gens qui ont été emprisonnés à différentes périodes. Des gens qui ont été arrêtés le 11 avril, comme Michel Gbagbo, puisque, comme a dit l'ancien Premier ministre Ahoussou Jano, il a été pris avec son père, ce qui est un acte délictueux, nouvel acte délictueux du code de procédure pénale de M. Ouattara. Il y a des gens qui ont été arrêtés par la suite, dans le mois qui a suivi, M. Afin Guessan, M. Alcide Djedje, Martin Sokoruboui. Il y a des gens qui ont été, vous avez cité son nom tout à l'heure, arrêtés il y a très peu, puisque Justin Kouaou a été arrêté alors qu'il allait faire un meeting démocratique dans l'Agnébi. Il a été arrêté sur la route de son meeting. Vous avez M. Lida Kwasi qui a été enlevé, pas extradé, mais enlevé du Togo il y a un peu plus d'1 an, dans des conditions scabreuses, et qui a été également libéré en même temps. Donc, on a d'un côté un panel très hétérogène au niveau de ce qui est reproché aux uns et aux autres, et de l'autre, un pouvoir très faible qui doit donner des gages pour continuer à exister, et en particulier aux Occidentaux, parce que M. Ouattara aujourd'hui est assailli, si on peut dire, par l'ensemble des affaires,
qu'elles soient financières, politiques, etc., et également par les affaires de droits de l'homme. Une semaine avant la libération, il y a eu ce dernier rapport terrible d'Amnesty International à propos des massacres de l'Ouest, intitulé « C'est comme si rien ne s'était passé à l'Ouest », qui démontre que le régime de M. Ouattara est totalement enlisé, et je reste poli, dans sa pratique antidémocratique, et qu'il avait besoin, et on l'a incité très fortement, à donner quelques gages. Alors, les gens ont été libérés, bien sûr que de notre côté, c'est avec une immense joie, avec beaucoup de plaisir qu'on sait que ces gens, nos amis sont dehors. J'ai eu l'occasion de les avoir au téléphone pour les uns et pour les autres hier, et je leur ai fait part de tout le plaisir qu'on avait à pouvoir leur parler enfin libre. Mais rien n'est fini, il y a encore beaucoup de gens en prison, le président Gbagbo, Madame Gbagbo. Justement, Monsieur Bernard Houdin, pardonnez-moi de vous couper la parole. Oui. Pourquoi le choix sur ces cadres qui ont bénéficié d'une liberté, il faut préciser, provisoire? Alors, pourquoi le choix, je répète ma question, le choix sur ces cadres, pourquoi par exemple Madame Simone Gbagbo n'a pas été libérée et les autres? Et je voudrais aussi, puisque vous avez enchaîné sur une liberté peut-être probable du président Laurent Gbagbo-Koulou, il y a des rumeurs qui circulent en Europe, un peu partout, en Afrique aussi, qu'il y a une probable liberté qui sera organisée, qui serait, je peux faire parler au conditionnel, d'ici décembre du président Laurent Gbagbo-Koulou. Est-ce que vous pourriez nous confirmer ou bien nous donner des informations précises sur cette information qui circule dans le monde? Écoutez, d'abord je vais répondre pour le cas de la Première Dame, qui est un cas un peu spécifique, puisque la Première Dame a vu le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale dévoilé, c'est-à-dire que les scellés de ce mandat ont été levés, alors qu'on sait qu'il y a d'autres mandats sur d'autres personnes en Côte d'Ivoire dont les scellés n'ont pas encore été levés. Donc Madame Gbagbo est dans une situation plus spécifique au regard du droit international et du droit ivoirien. Donc aujourd'hui, l'État ivoirien est très empêtré dans cette affaire et c'était sans doute impossible pour eux de libérer Madame Gbagbo dans les mêmes conditions que les autres personnes l'indiquent. Pour ce qui est du président lui-même, c'est encore un autre cas de figure puisqu'il est sous le coup de la juridiction de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a sa propre logique. Une partie de sa logique, c'était les audiences de confirmation ou d'infirmation des charges. On a eu l'occasion d'en débattre sur votre antenne récemment. Au terme de ces audiences, le 3 juin dernier, la chambre préliminaire numéro 1, qui a le cas en main, a décidé, entre guillemets, d'ajourner, parce que le terme n'est pas bien choisi. En fait, la Cour et la Chambre ont reconnu que le dossier du président Gbagbo était en l'état quasiment vide, puisque c'était appuyé sur des rapports d'ONG qui n'ont pas valeur juridique et sur des coupures de presse qui avaient été, je dirais, comme diraient les dames qui s'y adonnent, organisé comme un petit scrapbooking sur différentes actions qui auraient pu avoir lieu en Côte d'Ivoire. Tout ça ne fait pas une accusation juridiquement valable. Et c'est ce qui a été constaté. Dans n'importe quelle juridiction au monde, dans un pays démocratique ou dans un système démocratique, le président Gbagbo aurait dû sortir dans la foulée de ce jugement ou de cette déclaration. Ça n'a pas été le cas parce que la Cour pénale internationale, je pense, est encore soumise à des contingences politiques qui la dépassent un peu. Et puis je dirais aussi que les juges, et je les observais pendant que j'étais à la Cour pendant les audiences de février, les juges ont essayé, je parle de la chambre préliminaire, d'aller au fond des choses, de bien examiner. La preuve, c'est ce qu'ils ont dit et qui est très juste, mais ils ont aussi subi une pression indirecte, qui est celle qu'on l'on revoit d'ailleurs dans les attendus des jugements sur la demande de libération provisoire du président, qui tourne sur à peu près le même motif. Le président Gbagbo a conservé
énormément de partisans. Il reçoit des centaines de milliers d'appels à la CPI. Enfin, la CPI reçoit en son nom des centaines de milliers d'appels depuis qu'il est là-bas. Et donc, si on le libère, il va prendre la tête de ses partisans et on risque d'avoir une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et tous les morts qui pourraient arriver à l'occasion de cette éventuelle guerre civile seraient à mettre au débit des juges. Imaginez des juges dans leur bureau en Europe qui connaissent mal l'Afrique, ils sont terrorisés par une telle éventualité. Mais il faut qu'ils commencent à comprendre, et je pense que c'est le sens de l'action qu'on mène actuellement, c'est qu'en fait, c'est le contraire qui risque de se passer. C'est-à-dire que si le président Gbagbo, qui est manifestement innocent, est maintenu dans ces conditions-là à La Haye, ses partisans ou les gens qui ne veulent plus du système de M. Ouattara risquent de venir jusqu'au boutiste en se disant on n'a pas d'espoir de revoir le président libre, donc on va nous-mêmes agir. Et là, la parole du président ne pourra pas porter puisqu'il sera enfermé. Par contre, si le président est libéré, ce qui est le souhait de tout le monde et ce qui, je pense, risque d'être, enfin ne risque pas, mais est l'hypothèse la plus haute actuellement, le président Gbagbo peut reprendre sa place dans le concert politique ivoirien dans un premier temps. Les autres moments de la vie politique ivoirienne seront jugés par les Ivoiriennes et les Ivoiriens eux-mêmes. Je n'anticipe pas les décisions électorales qui puissent être prises par le corps électoral ivoirien dans le futur, mais je dis déjà qu'il faut que M. Gbagbo soit primus inter pares au milieu des siens, en face des autres mouvements politiques en Côte d'Ivoire, pour apporter sa pierre à une reconstruction. M. Afin-Guessan a parlé hier soir de redressement. C'est effectivement une forme de redressement, mais c'est la reconstruction démocratique du pays avec les gens de toutes opinions politiques, religieuses, de toute origine ethnique ou sociale, qui doit faire que la Côte d'Ivoire se retrouve pour choisir son destin en commun. Le destin en commun, c'est la liberté des uns et des autres d'avoir une pensée politique ou philosophique, mais c'est aussi de respecter la pensée des autres et de se soumettre à la loi du suffrage universel. À Washington, quand il y a une élection, même s'il y a très peu de voix d'écart, il suffit d'une voix dans la majorité démocratique pour que celui qui a gagné a gagné, celui qui a perdu a perdu. Et le grand défi de tout ça, c'est le respect du droit, ce qu'a dit le président au mois de février. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir les choses pour le président Gbagbo, et il sera de plus en plus évident que c'est la solution de la libération du président Gbagbo qui va apporter le renouveau en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci, Monsieur Bernard Roudin. Avant d'aller du côté des membres du panel qui vont vous poser quelques questions, je voudrais préciser qu'il nous reste une vingtaine de minutes. Alors, Monsieur Bernard Roudin, vous avez parlé du président Laurent Gbagbo Koudou, mais il y a Monsieur Afin-Guessan qui a dit ceci. Le pouvoir en place doit savoir que le Front populaire ivoirien, parti de l'opposition, est un partenaire. Qu'est-ce que vous entendez par un partenaire ? Mais c'est la politique historique du président Gbagbo. Le président Gbagbo s'est opposé à Houphouët-Boigny, mais il s'est opposé démocratiquement à Houphouët-Boigny. Le président Gbagbo a gouverné entre 2002, même avant 2002, puisqu'en 2001, il y a eu une conférence nationale où il a fait revenir Bédier d'exil, Ouattara également, le général Gueye qui était réfugié à Kabakouma dans son village. Tout ça pour faire un gouvernement d'union. Rappelons que le coup d'État de 2002 a trouvé un gouvernement ivoirien qui était un gouvernement d'union nationale. Donc c'était pas un gouvernement fasciste. Il y avait 5 PDCI et 4 RDR dans ce gouvernement le jour de la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002. Et ensuite, après Marcoussi, le président a suivi toutes les règles et vous aviez 70% du gouvernement qui était formé de gens qui n'étaient pas du parti du président et dont on retrouve l'essentiel dans le gouvernement de M. Ouattara aujourd'hui. Ce sont des choses que l'opinion publique internationale doit savoir. M. Gbagbo est un homme d'État, un homme de grande vertu, et c'est un homme de respect d'abord du droit. Comme il l'a dit lui-même à La Haye le dernier jour, la démocratie c'est un mot, mais ça commence par le respect du droit. Et Laurent Gbagbo, entre le 28 novembre 2010 et le 11 avril 2011, n'a fait qu'une chose, respecter le droit de son pays.
Et aujourd'hui, M. Afin Guessan, qui est la filiation politique du président, le FPI a toujours dit, dans la suite du président, asseyons-nous et discutons. Il faut que les gens puissent se parler. On ne peut pas faire de politique sans qu'il y ait quelqu'un en face. Sinon, c'est la Corée du Nord ou l'Union soviétique de l'époque, etc. Donc, il est évident que... Et d'ailleurs, il faut remarquer une chose, c'est que M. Afin Guessan a été arrêté dans des conditions très scabreuses à l'hôtel Pergola peu après la destitution du président Gbagbo, alors qu'il se pensait protégé dans le cadre de l'ONUCI, la Pergola étant à l'époque à Abidjan une zone de l'ONU. Il a été enlevé par des FRCI dans ce bâtiment. Il a été livré par l'ONU? Non, mais les gens de FRCI sont rentrés jusque dans sa chambre à coucher. Je le sais d'autant mieux que j'étais au téléphone avec lui quand ça s'est passé. D'accord. Donc, il a été enlevé. J'ai même appelé moi-même ce soir-là le premier conseiller de l'ambassade de France qui m'avait donné la garantie que M. Afin Guessan ne serait pas enlevé, etc. Il n'en a rien été. M. Afin Guessan s'est retrouvé plus de 2 ans à Bouna dans des conditions indignes. Les images vidéo ont fait le tour du monde où des rebelles analphabètes l'obligent, lui, vous savez, M. Afin Guessan, c'est pas simplement un homme politique, c'est un diplômé de l'école supérieure des télécommunications de Paris. C'est un ingénieur, c'est un homme brillant, obligé de faire des pompes, comme on dit trivialement, devant une bande armée, c'est le simple mot qu'on peut utiliser pour ces gens-là, d'analphabètes, au vu et au su de tout le monde, et le monde entier n'a rien dit. Donc aujourd'hui, M. Afin Guessan sort de prison, et sa première déclaration politique, c'est « il faut qu'on discute pour faire de la politique, il faut qu'on discute avec les autres. Le parti est prêt à discuter, le parti est prêt à faire de la politique, mais pas n'importe quelles conditions, dans des conditions de règles, de respect du droit, de respect des uns et des autres, et c'est ça qui est important. » Donc, d'accord. Merci. Oui. Merci, M. Bernard Oudin. Voilà, comme je disais, qu'il y a certains membres du panel qui aimeraient vous poser quelques questions rapidement. Mais avant, je vous interroge. Je voulais signaler que je vous interroge depuis Varsovie en Pologne. Il y a une information aussi qui circule sur la présence de M. Guillaume Soro à Paris, en France, qu'il a été reçu par certaines autorités en France et que on a peur que la situation d'Égypte se transpose, vous me permettez donc l'expression, dans votre pays. Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur cette information? Je pense pas qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tant que le président Gbagbo et le président Gbagbo ne fera pas le contraire de tous ses actes politiques posés depuis qu'il fait de la politique, le président Gbagbo va jamais demander à ses partisans comme ça de descendre dans la rue dans des conditions non démocratiques. Le président Gbagbo va utiliser toutes les armes de la démocratie et donc la situation égyptienne, comme je disais tout à l'heure, peut éventuellement... Vous savez que le peuple, pardonnez-moi, le peuple est imprévisible, hein. C'est le peuple... Pardon? Vous savez que le peuple est imprévisible, hein, depuis le 5e siècle. Le peuple y règne. Ce que j'allais vous dire, c'est que l'hypothèse possible, c'est ce que j'envisageais tout à l'heure quand je parlais du contresens qui était fait sur le fait qu'il valait mieux garder M. Gbagbo en prison que le sortir, c'est si M. Gbagbo est en prison, comme vous dites vous-même, le peuple est imprévisible et à la moindre étincelle, ça peut être des mouvements étudiants comme il y a eu à Bouaké récemment, comme il y a eu à Cocody, ou des mouvements, par exemple, entre les syndicats de transporteurs à Abidjan, qui sont des syndicats très puissants et qui sont, entre guillemets, j'aime pas utiliser ça, mais plus proches géographiquement de M. Ouattara que d'autres, mais qui n'empêchent pas de vouloir défendre leurs intérêts professionnels. Que quelque part, il y a eu, vous savez, quelques morts à cause de ça à Bobo il y a quelques semaines, la situation est explosive. Et quand vous avez une mèche qui traîne par là et que vous avez des gens qui ont des allumettes, on ne sait jamais comment ça peut finir. Ma génération, c'est mai 68. Je peux vous dire que le 15 février 68, si on avait demandé aux gens de parier ce qui allait se passer au mois de mai 68, personne n'aurait gagné de l'argent. Et pourtant, 3 mois après, on avait l'impression que la France était en révolution.
Donc même un vieux pays démocratique comme la France est passé par des convulsions spécifiques, inattendues. Or en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on risque ça. Et tout le travail qu'on a à faire, c'est d'éviter que ce risque se transforme en réalité. D'accord. C'est ça la volonté du président Gbagbo. D'accord. Merci, Monsieur Bernard Oudin. Chers auditeurs, je voulais vous signaler que vous êtes en édition spéciale sur Inari Radio depuis Washington, D.C. Alors, nous recevons Monsieur Bernard Oudin, qui est porte-parole de Monsieur Laurent Gbagbo Koulou. Alors, Monsieur Bernard Oudin, je vais vous laisser avec vos compatriotes. Vous avez Monsieur Jacques Roger qui est en ligne. Ensuite, nous irons du côté du pasteur Na depuis Washington, Madame Sarah, Monsieur Adjei, Monsieur Alfred et enfin Madame Noah. Et ensuite, je vous demanderai donc de conclure. Alors, nous commençons avec Monsieur Jacques Roger. Vous avez le micro. Monsieur Jacques Roger, bonjour. Alors, Monsieur Jacques Roger, voilà, on me signale qu'il sera là d'ici peu. Alors, Pasteur Nda, vous avez le micro pour votre question. Oui, merci, docteur Mouketou. Et puis, bonne indépendance à tous, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a 53 ans aujourd'hui et que l'éléphant d'Afrique est toujours debout et restera debout dans la dignité, quelle que soit l'humiliation auquel il est subi. C'est un animal qui résiste au temps et qui résiste à l'adversité. Et Dieu nous donnera la victoire et nous ferons de grands obstacles par sa puissance. La Côte d'Ivoire sera libérée. Bonjour à vous, docteur Mouketou, et à votre invité, M. Bernard Oudin. Merci de ce qu'il a présenté. Quels sont aujourd'hui ces points de vue sur l'avenir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Quel est son bilan? La Côte d'Ivoire, économique, éducationnel, social. Ça, c'est la question que j'ai aujourd'hui pour M. Bernard Oudin. Et est-ce qu'il y a de l'espoir pour notre pays? D'abord, merci beaucoup pour vos questions, M. Nda. D'abord, par la fin, je dirais bien sûr qu'il y a de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Nous nous battons tous pour ça. Et c'est parce que, comme vous l'avez répété vous-même, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. La Côte d'Ivoire est une grande nation. Et elle le démontre aujourd'hui encore parce que malgré les difficultés, malgré l'adversité, les gens n'ont pas baissé les bras, que ce soit au pays ou dans la diaspora. Vous parliez du bilan. Et aujourd'hui, nous sommes le CETUT et c'est l'occasion de rappeler que pour le cinquantenaire de la Côte d'Ivoire, le président Gbagbo avait dit, c'est une date, c'est un benchmark de la vie de la Côte d'Ivoire. Il faut faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude en Afrique. Quand il y a des fêtes en Afrique, les gens dansent, comme on dit, font de la musique, etc. Le président a dit, pour le cinquantenaire, on peut faire de la danse, on peut faire de la musique, mais aussi, il faut penser à deux choses. Qu'est-ce qu'on a fait de nos 50 ans et qu'est-ce qu'on fera des 50 ans à venir? Et sur cette formule, il avait créé des thèmes de travail avec des pré-colloques dans certaines villes de Côte d'Ivoire pour montrer que tout se passait pas à Abidjan. Les pré-colloques ont eu lieu à Bengourou, à San Pedro et à Gagnoa, et j'ai eu l'honneur d'en diriger un à Gagnoa. Et le colloque international a eu lieu pendant les fêtes de l'indépendance à Yamoussoukro. Et ça a été l'occasion pour les uns et pour les autres. Nous étions dans une phase préélectorale puisque nous étions à 3 mois de l'élection présidentielle, mais dans un souci d'universalité, de communion nationale, le président a fait faire des débats sur la finance, la politique, l'avenir environnemental, l'avenir social, etc., où ont participé à la fois des experts nationaux de tous bords. Vous parlez de M. Soro tout à l'heure, il a assisté à un certain nombre de réunions, et avec des techniciens et des experts internationaux qui avaient été invités, qui avaient répondu favorablement à l'invitation de la Côte d'Ivoire. Cela pour dire que le président Gbagbo avait toujours eu le souci du pays. C'est-à-dire que on fait pas 1 année, 2 années, tout ça, pour le plaisir. La Côte d'Ivoire
en 50 ans, avait fait beaucoup de choses. Rappelez-vous les années 70, et j'entendais la voix du président Houphouët-Boigny tout à l'heure en attendant le début de l'émission. Le président Houphouët-Boigny, c'était, dans les années 70, le miracle ivoirien. J'étais moi-même conseiller technique aux finances à Abidjan dans ces années-là. Mon ministre s'appelait Henri Konan Bédier, et la Côte d'Ivoire avait un taux de croissance formidable. Le pays se développait à une grande vitesse. Et aujourd'hui, on a subi un certain nombre de mauvais coups. Et même sous la présidence de Gbagbo, malgré la crise, malgré la rébellion, malgré la rupture entre le nord et le sud du pays de façon géographique, la Côte d'Ivoire a continué à progresser. Donc aujourd'hui, il faut tirer un bilan, c'est évident, et il faut se préparer au futur. Et le futur, c'est avec toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine ethnique, religieuse, sociale, leurs convictions politiques. C'est ça qui fera la Côte d'Ivoire de demain. Vous savez, moi je suis d'origine française, je sais que le peuple français c'est un peuple de ronchons, de grognards. Aujourd'hui, elle le démontre en ce moment, ce qui s'est passé sous la gouvernance de M. Sarkozy, les difficultés que semble rencontrer le gouvernement actuel. Mais les Français, dans les pires situations, se retrouvent, dans les pires moments de l'histoire. Et les Ivoiriens, dans ces moments difficiles, vont savoir se retrouver aussi. Et comme me disait le président récemment à La Haye, vous voyez, je vous livre quelques petits détails, il me disait, c'est une épreuve pour le pays, mais quand on sortira de cette épreuve, le pays va avoir 50 ans de développement harmonieux, au minimum. C'est-à-dire qu'à un horizon fixe, on va pouvoir passer à autre chose que les querelles qu'on a pu connaître et que je ne vais pas aujourd'hui redéfinir devant vous. Donc, il faut avoir confiance dans l'avenir. C'est pour ça que les uns et les autres se battent. La décision de libération de lundi, involontairement ou volontairement de M. Ouattara, c'est une nécessité sur le chemin de la réconciliation, ce n'est qu'un petit pas. L'action de tous les jours des Ivoiriens, moi je parle au téléphone avec des Ivoiriens de tous bords, c'est les petites gens. Les gens vont continuer à travailler, les gens essayent de faire en sorte que le pays fonctionne, que leurs voisins, même si c'est pas leur ami, etc., il y a une entraide formidable dans ce pays, qu'on a pu connaître au moment de la crise et qu'on continue à connaître aujourd'hui. C'est ce qui empêche le pays de sombrer. D'accord. Ok, merci, Pasteur. Rapidement, parce que... oui. À M. Benaoudé, je voudrais vous poser une question. Il y a eu, selon la presse, n'est-ce pas, ivoirienne, un scandale au niveau de la présidence de la République. Si cette information est exacte, est-ce que c'est un scandale de trop? Le scandale des faux passeports et autres, n'est-ce pas, avec le Grumman qu'on utilise. Est-ce que c'est un scandale de trop? Écoutez, on est ce soir le jour de la fête nationale. Nous fêtons la libération, le retour dans leur famille de grands amis, de grands cadres du parti. Les Ivoiriens ont droit à un moment de répit dans une situation difficile. Si je commence à égrener les scandales de la République de M. Ouattara, nous n'allons pas finir la nuit. Donc je dirais pudiquement, aujourd'hui, mettons la balle à terre, faisons un vœu que demain, un peu d'esprit tombe sur la tête de certains, qu'ils aient à leur tour une certaine Pentecôte et que l'esprit leur revienne. Mais malheureusement, j'ai des doutes. Merci. Merci, M. Bernard. Ça va. C'est nous qui vous remercions. Alors, M. Bernard Oudin, je voudrais demander votre indulgence parce que là, nous avons des membres du panel qui aimeraient encore vous poser des questions. Je ne sais pas si vous pourriez nous accorder une vingtaine de minutes encore. Donc voilà. C'est la fête nationale, on va y aller, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas me dérober. Et vous êtes très suivi en ce moment en Côte d'Ivoire et dans plusieurs capitales africaines et bien sûr dans le reste des zones donc du monde. Alors, très bien, merci M. Bernard Oudin en tout cas pour votre présence. Nous allons aller du côté de M. Jacques Roger. Bonjour, votre question à votre compatriote. Bonne fête. Oui, docteur Mouketou, est-ce que vous m'entendez, hein? On vous entend très bien. Bonjour et bonne fête.
Voilà, bonne fête à vous. Bonjour, Monsieur Bernard Oudin. Encore une fois, merci. Voilà, je crois que chaque fois que nous avons eu besoin certainement de votre expertise, vous avez toujours répondu présent. Merci beaucoup. Alors, la question que je vais vous poser, que je m'en vais vous poser, Monsieur Bernard Oudin, vous êtes un analyste politique et le plus souvent, je pense que vous avez une vue assez pointue de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Alors, selon vous, pourquoi Monsieur Alassane Dramane Ouattara a décidé donc de libérer, puisqu'on nous dit que c'est une décision judiciaire, mais tout le monde sait qu'il y a la politique derrière, décidé donc de libérer les pros, comme on le dit, les dirigeants du FPI maintenant. Est-ce que selon vous, c'est à cause de la pression internationale ou bien ces calculs politiques et politiciens, étant donné qu'au sein du RHDP, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent un peu contre M. Alassane Dramane Ouattara et M. Kakabe qui est actuellement en train donc de faire, j'allais dire, une campagne au sein du FPI. Vous pensez que M. Alassane Dramane Ouattara a dû flairer un peu le coup et a décidé donc de libérer un peu les dirigeants donc du Front populaire ivoirien maintenant? Écoutez, je ne vais pas me déjuger de ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Je savais, moi, depuis plus d'un mois que les événements de lundi allaient se produire. Dans leur dimension, pas exactement, mais dans l'essentiel, et ça s'est produit. Donc, c'est pas les derniers événements les dernières prises de parole de M. Kakabe ou d'autres, mais ça y participe. Puisque quand vous avez une pression, toute forme de pression s'additionne et ça finit par peser un tel poids que de l'autre côté, on est obligé d'agir. Monsieur Ouattara, aujourd'hui, est obligé d'agir sous toutes les pressions nationales et internationales. Il y a eu un habillage pseudo-judiciaire, mais qui ne tient peu la route. Et d'ailleurs, j'ai remarqué avec un peu d'ironie que dès le jour de la libération, alors que le gouvernement ivoirien s'évertuait à raconter que c'était un acte du procureur et un acte de procédure judiciaire, Monsieur Soro, qui est un roi du tweet, a félicité depuis Paris Monsieur Ouattara de sa décision. Alors comprenne qui pourra. Mais on a très bien compris dès l'origine que c'était une démarche politique qui imposait à M. Ouattara de prendre un minimum de décisions. Donc aujourd'hui on en est là. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est qu'une décision partielle. Il faut continuer. Il faut que tout le monde soit dehors et qu'on puisse refaire normalement de la politique en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement de M. Ouattara donne l'impression de ne comprendre que le rapport de force qu'il a voulu imposer à la communauté internationale et imposer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, et qui aujourd'hui est en train de se retourner contre lui. Alors faisons comme dans les arts martiaux japonais, prenons la force de l'adversaire pour la retourner contre lui, et c'est ce qui est en train de se passer. D'accord. Merci. Monsieur Bernard Oudin, je voudrais enchaîner. Est-ce qu'on peut s'attendre à une probable alliance politique Front populaire et PDCI? Là, vous rentrez dans un débat de spéculation politique qui n'est pas encore à l'heure. Nous observons, le président Gbagbo a une ligne politique. Le président Gbagbo n'a jamais été fermé à la politique. Rappelez-vous qu'en 1995, pour faire déjà respecter le droit à l'époque, quand M. Bédier a voulu ostraciser M. Ouattara, M. Gbagbo, qui était candidat à l'élection présidentielle, s'est retiré en disant « je ne suis pas pour M. Ouattara, mais je suis contre le fait qu'on l'empêche de se présenter, parce qu'une élection démocratique, c'est que chacun puisse être sur la ligne de départ. » C'est ce qu'on avait appelé le Front républicain à l'époque. Donc, demain, la vie politique d'un pays est rythmée par l'action de ses partis. Remarquez, en France, aux États-Unis, c'est comme ça, avec plus ou moins de bonheur. En Afrique, ça va être quelque chose qui a été très difficile à mettre en place et qui encore, aujourd'hui, quand vous avez des vraies zones multipartites, c'est encore des zones très fragiles. J'exclus l'Afrique du Sud et certains pays de l'Afrique australe qui sont très engagés dans ce processus aujourd'hui, la Namibie, le Botswana. Mais pour les pays, par exemple, de l'ex-arc francophone, le vrai multipartisme, on a observé avec beaucoup de plaisir l'élection sénégalaise qui s'est déroulée dans des conditions extrêmement paisibles et digne de la démocratie. Il y a un effort qui se fait aujourd'hui au Mali, dans des conditions plus précaires, mais la situation malienne
impose un certain nombre de choses et il faut avoir beaucoup d'indulgence au Mali et nous souhaitons le meilleur possible à nos amis maliens dans le respect de la démocratie. Mais sinon, vous avez des difficultés. Vous avez le facilitateur de la crise en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui tourne en rond dans son bureau pour savoir comment il va jouer avec la Constitution pour faire un énième mandat, alors que le droit lui demande d'arrêter. Il va avoir un problème avec son opinion publique. Et il n'est pas le seul. Donc, vous voyez, ce n'est pas simple. Donc, les travaux entre les partis politiques, c'est d'abord il faut des préalables. Le premier préalable que j'ai toujours dit et que je répète encore ce soir plusieurs fois, c'est la libération du président Gbagbo et de tous ceux qui sont politiquement engagés dans ce pays. Parce que c'est la base. On ne peut pas faire de la discussion politique si vous avez la moitié des gens. Vous jouez pas au match de football quand 5 joueurs d'une équipe sont enfermés dans les vestiaires à double tour. Hein, ça peut pas se jouer comme ça. Donc il faut que tout le monde soit dans l'arène et avec des capacités égales. Les partis politiques, sous Laurent Gbagbo, il a créé des lois pour financer les partis politiques. Le RDR, le PDCI ont prospéré financièrement sous le président Gbagbo grâce à la loi sur les partis politiques. Les journaux ont prospéré grâce à la loi sur le financement des journaux. Tout ça, ce sont des acquis grâce à M. Gbagbo. Aujourd'hui, le financement du FPI, est-ce que l'État continue à financer le FPI? Non. Donc, là, la loi est bafouée. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de préalables à mettre en place. Ensuite, on pourra parler, les états-majors parleront entre eux, il y a des gens qui ont des programmes, d'autres qui ont d'autres programmes. Est-ce que chacun doit exprimer son programme? Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'élection présidentielle au suffrage universel. Ensuite, il y a des élections législatives. C'est-à-dire qu'on a un cas de figure qui se rapproche de la France. D'abord, on élit un président, et le choix, c'est, comme disait le général de Gaulle, un homme ou une femme qui se rencontre le peuple. Cette personnalité étant élue, quand vous êtes élu à plus de 50% dans un pays démocratique, c'est que vous avez des gens qui ne pensent pas nécessairement comme vous au départ, mais qui vous préfèrent à l'autre. Hein? Comme disait le général de Gaulle, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. C'est-à-dire qu'on prend celui, et d'ailleurs ça s'est bien exprimé en France hein, en 2012, au deuxième tour on a éliminé. Donc c'est par là que ça commence. Et le président qui sera élu doit savoir qu'il n'est pas détenteur de toutes les voix qui ont voté pour lui. Les partis politiques s'exprimeront derrière et il est possible qu'il ait des difficultés avec son Assemblée nationale si les gens veulent maintenir un certain équilibre des pouvoirs. Même l'élection de M. Hollande, l'élection législative qui a suivi, la majorité socialiste au Parlement français aujourd'hui est relativement mince. En 1973 en France, si je me souviens bien, Monsieur Pompidou, ou en 72, Monsieur Pompidou a eu une voix de majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui, dans le pays démocratique, suffit. Mais quand même, ça impose de respecter la partie d'en face. Beaucoup plus si vous aviez 95% des élus. Donc, vous voyez, on ne peut pas répondre aujourd'hui comme ça, mais il faut savoir que la vie politique doit être rythmée par les relations entre les partis, par l'analyse des choix programmatiques, et puis le respect de la décision qu'aura le peuple ivoirien dans sa grande sagesse au moment des différents scrutins. D'accord, très bien. Madame Taas, je n'ai bien votre question à votre compatriote, Monsieur Bernard Oudin. Oui, merci, docteur Mouketou. Bonjour à vous et puis bonjour à vous, Monsieur Oudin. Bonsoir, madame. Voilà, c'est un plaisir de vous en voir encore. Je voudrais juste vous poser deux questions rapidement. La première, c'est au niveau de la CPI, vous avez rencontré le président Gbagbo, vous avez discuté avec lui. Nous savons que Madame Fatou Bensouda était en Côte d'Ivoire le mois dernier pour recueillir d'autres preuves d'après ce qu'elle nous aurait dit. Comment est-ce que le groupe Gbagbo, les avocats, le président et vous-même vous sentez vis-à-vis de cette nouvelle recherche de preuves? Est-ce que vous pensez que ça sera objectif? Est-ce qu'on va fabriquer des preuves? Je sais que vous n'aimez pas spéculer, mais à quoi est-ce qu'on doit s'attendre plus ou moins dans cette nouvelle
tentative de produire des preuves. Et la deuxième question, c'est au niveau justement du FPI, la relation entre le FPI et le RDR. Nous avons vu que le FPI ne s'est pas vraiment présenté à la célébration de l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. On a vu des chaises du FPI un peu vides dans une des manifestations. Est-ce que ça, c'est le signe que le FPI est en train de boycotter le pouvoir? Et si jamais le FPI le fait, est-ce qu'on peut craindre que demain encore on fasse une chasse aux sorcières où on va ramener tout le monde en prison ou arrêter des gens ou les accuser de charges plus graves encore que celles qu'on a déjà vues? Merci, M. Ounès. Quand vous parlez de chasse aux sorcières, ça serait dans l'autre sens si le FPI reprenait la main en Côte d'Ivoire? Oui, c'est-à-dire que si le FPI aujourd'hui décide de mener le combat et de recommencer encore à pousser contre le pouvoir Ouattara, est-ce qu'on va encore assister à une sorte de durcissement des positions de M. Ouattara et une sorte de poursuite systématique de tout ce qui est FPI en Côte d'Ivoire comme hors de la Côte d'Ivoire, comme ils l'ont fait au début quand ils sont arrivés au pouvoir? Écoutez, je vais répondre déjà à la deuxième question. Si vous êtes dans l'hypothèse où le FPI, bon, vous savez aujourd'hui, les gens ont été libérés hier pour certains, d'autres sont encore en prison, comme je disais, ils n'ont pas l'esprit à aller faire la fête dans la minute avec ceux qui les ont maintenus dans les liens de la détention dans les conditions que l'on sait. Donc la fête serait un peu gâchée si pour eux, ils ont été libérés, ils jouissent de ça en famille, entre amis, etc. Et puis dans les jours qui viennent, comme a dit M. Afin-Guessan, on va reprendre langue pour parler politique de façon plus sérieuse et au niveau national. Maintenant, si le RDR utilise entre guillemets cette situation pour recommencer à intimider ou à stigmatiser le FPI, je pense qu'il prend la plus mauvaise direction. Dans l'autre cas, si jamais, dans un avenir qu'on espère rapide, le FPI était aux affaires, la première chose qu'exigera le président Gbagbo, c'est qu'il n'y ait aucune représaille. La force d'âme du président Gbagbo, c'est justement d'avoir la capacité du pardon. La capacité du pardon que beaucoup ont eu, les Français et les Allemands, ils se sont pardonnés. Les Sud-Africains, récemment, ils se sont pardonnés, avec des situations qui étaient encore plus graves que celles de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le pays fonctionne. J'étais moi-même en Afrique australe récemment, je peux en témoigner. Donc, M. Gbagbo sera le garant de du fait que la Côte d'Ivoire ne dérape pas dans l'autre sens, parce que c'est un risque potentiel. Vous savez, quand vous avez des gens qui ont disparu à Douékoué, Naïbli, dans les conditions que l'on sait, et ce qui se passe tous les jours dans les villages en Côte d'Ivoire, la tentation est forte de se venger, ce qui est au fond de chaque être humain. Hein, ça commence à la petite enfance, on se venge du voisin dans la cour d'école, et ça finit en guerre mondiale. Donc, le président Gbagbo exigera des gens qui le supportent d'avoir une attitude exemplaire à ce niveau-là. Et quand on dit celui qui a gagné, celui qui a perdu, ça n'empêche pas que les droits et les devoirs des uns et des autres doivent être respectés. Maintenant, pour parler du problème des preuves de Mme Bensouda. On disait tout à l'heure que le dossier monté par M. Ocampo, avec tous les moyens d'investigation, avec l'élan, entre guillemets, de l'arrestation du président, les efforts fournis. Je rappelle que quand M. Gbagbo a été transféré à La Haye, la préparation du transfert s'est faite avec l'aide technique, et plus que technique, du gouvernement français. Le ministre ivoirien à l'époque avait été accompagné par le ministre français de la Justice pour bien préparer le terrain. Les avocats sont des avocats français pour bien organiser la venue de M. Gbagbo à La Haye.
Quand j'ai assisté aux audiences au mois de février à La Haye, l'adjoint de Madame Fatou Bensouda, Monsieur Canadien MacDonald, s'est dressé et d'un grand effet de manche a dit « Nous avons tous les éléments de preuve. Nous allons démontrer le plan commun de Monsieur Gbagbo et de ses acolytes. Nous avons trouvé 4 éléments principaux parmi tous et tout va être démonté devant vous, Madame le juge, Madame et Messieurs les juges. Ça a été dit, ça peut être vu dans le verbatim de la Cour. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Un document totalement vide, qui serait une compilation de rapports d'ONG et de coupures de presse. Et comment Madame Bensouda, 2 ans et demi après, va aller nous trouver des preuves miraculeuses, comme on va trouver une truffe au pied d'un arbre en Dordogne? Et ça dépasse le sens commun. Et en plus, elle a passé 36 heures à Abidjan, et j'ai observé une chose. Quand M. Gbagbo a eu la décision du 3 juin, le lendemain, un certain Alphonse Soro, qui s'avoue une fraternité avec une filiation avec Guillaume Soro, et qui est député de la région de Korogo, je crois, et a dit, mais les victimes vont se dresser parce que c'est un acte contre les victimes, etc. Et il a lancé une grande manifestation. Cette manifestation a eu lieu pour ceux qui connaissent Abidjan, entre le palais de justice et la cathédrale Saint-Paul. Il y a un grand espace. On a des photos. Il y avait moins de 50 personnes à cette manifestation de masse des victimes. Et quand on connaît bien, à quelques dizaines de mètres de là, il y a la gare routière. À mon avis, il y avait 3 fois plus de personnes qui attendaient le bus que celles qui étaient à la manifestation de M. Soro. Et ce monsieur Soro, qui s'avère être donc ce grand défenseur des victimes, n'a même pas rencontré Madame Bensouda pendant sa période à Abidjan. Alors, de qui se moque-t-on? Je pense que Madame Bensouda est allée à Abidjan pour dire aux autorités ivoiriennes, d'abord, vous ne nous avez pas livré Madame Gbagbo, donc vous ne respectez pas les règles de la Cour, et moi, en tant que procureur, je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai fait. Et si M. Gbagbo est libéré, ça sera la décision des juges et pas la mienne. Mais comme je dirige pas les juges, à bon entendeur, salut. C'est peut-être ça aussi qui s'est dit. Hein, je n'étais pas dans la pièce, mais il faut essayer de savoir pourquoi cette dame est allée comme ci, comme ça à Abidjan. Hein, maintenant, si on veut fabriquer des preuves contre le président, le ridicule ne tue plus, parce que sinon les cimetières seraient pleins. D'accord. Merci, M. Bernard Boudin. Comme on dit en anglais, time is money. Alors, le temps, c'est de l'argent. Donc, nous allons prendre une dernière question. En français aussi. D'accord. Alors, Monsieur Adji, voilà. Merci, Dr Mouketou. Et bonsoir, M. Bernard Boudin. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, j'ai rapidement 2 petites questions pour vous. Vous avez dit que le pays traverse une épreuve. Alors, peut-on célébrer lorsqu'on traverse des épreuves, quand on voit que la France est venue bombarder, le pays est sous invasion, le pays est transformé en prison à ciel ouvert, en cimetière public. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? C'est ma première question. La deuxième question, pour vous, que signifie un deuxième mandat de Ouattara, vu toutes ces épreuves que le pays traverse? Merci. Bon, sur la première question, je vous dirais que tous les ans, à la même date, reviennent les mêmes événements. Le 14 juillet en France, tous les ans. Il y a eu le 14 juillet 41, 40 d'abord, 41, 42, 43, 45. Certains ont peut-être fêté, d'autres pas, ou pas dans les mêmes conditions. Donc, le calendrier est ce qu'il est, la volonté des uns et des autres de s'y référer pour dans telle ou telle condition, c'est peut-être l'explication des chaises par clairsemées du côté du FPI dans les manifestations officielles aujourd'hui. Donc, la deuxième, c'est que la France, effectivement, a bombardé la Côte d'Ivoire le 11 avril, sinon le président Gbagbo serait au palais où je vous parle, et M. Ouattara a renvoyé à ses chères études ou à redécouvrir son pays d'origine.
J'ai un petit peu, excusez-moi, dérapé sur votre deuxième question. Et si vous pouvez me la répéter, ça me permettra. Je dirais, avec tout ce que le pays a connu et que le pays connaît, un deuxième mandat de Ouattara. Ah oui, effectivement, oui. Oui, votre interrogation était tellement incongrue pour moi qu'elle a été immédiatement chantée. D'abord, nous sommes en 2013. La deadline constitutionnelle pour la présidentielle, c'est 2015. Il peut se passer tellement de choses entre 2013 et 2015. Nous, ce que nous souhaitons, et je pense que c'est le fond de la pensée du président, c'est que pour retrouver un pas démocratique, je parlais tout à l'heure des années 40 en France, la Côte d'Ivoire a reconnu ces années-là, mais dans 50 ans, ça sera que 2-3 ans dans son histoire, ça sera rien. Ça sera l'écume des jours. Donc si on veut retrouver un pas démocratique, il faut faire en sorte que l'échéance actuelle soit celle de 2015, pour qu'en 2015, il y ait une véritable élection et que là, tout soit clair. Et ça permettra au pays de repartir de façon normale. Malheureusement, en fonction des événements ou des non-événements d'ici 2015, il peut y avoir des soubresauts qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Mais on ne le souhaite pas ni de près ni de loin. Donc en 2015, M. Ouattara peut éventuellement se présenter un deuxième mandat. Je vous dirais très franchement que si l'élection est claire, libre et, comme on dirait en anglais, fair, puisque Monsieur Dr Muketo vous parlez un peu d'anglais, si elle est fair, je ne vois pas comment M. Ouattara peut être réélu en 2015. Je ne voyais pas comment Sarkozy pouvait être élu en 2012 en France, mais je pense que la possibilité de réélection de Sarkozy en France était infiniment plus facile à imaginer que celle de M. Ouattara en Côte d'Ivoire en 2015. Comme M. Sarkozy a échoué en 2012, je ne vois aucun échappatoire à M. Ouattara en 2015, sauf à transformer son pays en une prison à ciel ouvert. Mais malheureusement, aujourd'hui pour lui, ce sont des choses qu'on ne peut plus faire longtemps dans un environnement international qui veut un minimum de démocratie. Donc, je pense que l'échéance de M. Ouattara, c'est 2015, au plus grand tard, comme on dit. Et que là, après, il faudra reconstruire de façon très sérieuse. Peut-être avec des gens qui ont été... vous savez, il y a des gens qui sont aujourd'hui au gouvernement, qui ont servi le président Gbagbo, pour certains, comme moi j'étais conseiller au palais, je les voyais faire des efforts en tant que ministre. Tous ne le faisaient pas avec une même célérité ou avec un même enthousiasme, mais sans citer des noms, il y avait des ministres qui étaient attelés à leur travail et qui respectaient la fonction que le président Gbagbo avait bien voulu leur attribuer. Hein. Donc, il ne faut pas désespérer de l'être humain. Donc, mais la réélection de M. Ouattara dans des conditions démocratiques normales, c'est un cas de figure qui vaut le jackpot dans n'importe quel loto. D'accord. Merci, M. Bernard Oudin. Voilà, avant votre mot de la fin, je voudrais vous demander ceci. Est-ce que ce qui se passe en ce moment entre votre pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ça rentre dans le cadre de la coopération initiée entre les deux pays par le président Laurent Gbagbo Koudou? Ensuite, vous pourrez enchaîner avec votre mot de la fin. Merci. Docteur Muketo, avec votre permission, je voudrais quand même intervenir dans le débat, Madame Noir. Ah, Madame Noir, je suis désolé, on m'a pas signalé que vous étiez là. Donc, avant que M. Bernard Oudin réponde à ma question, Monsieur Bernard Oudin, vraiment, 1000 excuses encore. Si vous pourriez nous accorder juste 5 minutes. Madame Noir, posez rapidement votre question. Ah, merci bien, Dr Muketo. Bonsoir, Monsieur Oudin. Et encore pour le combat que nous menons de part et d'autre, je vais être très brève puisqu'il est déjà tard et que votre gorge semble se dessécher. Pour vous demander, vous qui avez rencontré le président Gbagbo dernièrement, est-ce qu'il est confiant dans sa future libération de la haie? Première question. Et deuxième question, quelle est l'attitude de la France devant les pressions internationales sur les Soro, qu'on appelle aussi à rejoindre la CPI? Est-ce que la France est prête à mettre la même pression sur le gouvernement Ouattara pour que les chefs de guerre de la rébellion rejoignent la CPI?
pour les crimes des droits humains et les crimes humanitaires qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire? Voici mes deux questions, monsieur Bernard Oudin. Et merci. Merci, madame. Pour la libération du président Gbagbo, vu par lui-même, sans rentrer dans les détails, je peux vous assurer que à chaque fois que je vois le président, je suis toujours étonné et à la limite émerveillé par sa capacité de réaction et son sens et son optimisme permanent et son sens de l'histoire. Donc j'en dirai pas plus, mais je pense que tout le monde aura compris. Concernant M. Soro, il est évident que si, dans la crise ivoirienne, depuis 12 ans, quelqu'un ou quelques-uns pourraient mériter, parce que je suis pas à mon niveau suffisamment juge pour dire faut envoyer celui-ci ou celui-là à la cour. Mais si jamais quelqu'un le méritait entre guillemets un peu plus qu'un autre, c'est quand même le chef d'une rébellion, et ce sont des chefs rebelles qui ont mis le pays à feu et à sang depuis 2002. Et pas le président Gbagbo qui a tout fait, même en allant parler à ces gens-là, en les introduisant dans son gouvernement. Parce qu'il a même été au début, après Marcoussi, il faut se rappeler qu'il y a quelques chefs de guerre qui sont rentrés au gouvernement et qui sont, et je pèse mes mots, des analphabètes. D'ailleurs que M. Ouattara a réintroduit dans le jeu en les nommant préfet de région ou président de ceci ou de cela, ce qui est une hérésie totale. Et M. Gbagbo le faisait parce que c'était une contingence politique. Hein. Donc ces gens-là, effectivement, quand j'étais à La Haye vendredi, j'ai croisé dans les couloirs un certain nombre d'ex-Yougoslaves qui sont là-bas. Ce sont des chefs de guerre qui ont commis des crimes en Europe orientale. Ils sont du même niveau que M. Ousmane ou quelques autres, je ne vais pas vouloir citer tous les noms, avec ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Et comme les Katangais, M. Katanga et quelques autres Congolais qui sont actuellement à la CPI. Ils sont d'une autre nature, ces gens-là. Mais c'est pas à moi de décider, c'est aux justices, etc. Monsieur Soro lui-même s'est déclaré le chef de cette bande. Généralement, quand vous attrapez les factotums, vaut mieux attraper le chef de la bande, c'est plus facile. Comme ça, au moins, on attrape la tête. Donc, Monsieur Soro a toutes les caractéristiques d'un justiciable de la CPI, ça me paraît évident. Maintenant, à notre niveau, on fait de la politique, on cherche l'intérêt des Ivoiriens. Si la justice internationale ou la justice ivoirienne, à un moment ou à un autre, demande des comptes à des gens qui ont vraiment commis des crimes, et je pense que même s'il y a des amnisties derrière, parce qu'on parle toujours de la réconciliation sud-africaine, mais il y a d'abord eu le repentir. Monsieur Ouattara disait l'autre jour, il faut que le FPI se repente, demande pardon. Le FPI n'a tué personne. Le FPI Gbagbo a fait de la politique, il a respecté le droit ivoirien et on l'a envoyé à La Haye. Il va s'excuser d'avoir respecté le droit. Il n'a pas fait Douekoué, il n'a pas fait Naïbli, il n'a pas mis des gens dans des containers, il n'a pas découpé des gens il n'a pas fusillé des gendarmes à Bouaké avec femmes et enfants. Il n'a pas pris les armes pour attaquer son propre pays. Ce sont les autres qui ont fait ça. Et avec le relais d'une partie de pays occidentaux dont on aura beaucoup de mal à expliquer dans le futur pourquoi et comment ils ont eu cet errement-là, ou ces errements. Donc, il est évident que la question reste posée pour le futur du pays et à un moment ou à un autre, il faudra effectivement qu'il y ait une forme de catharsis pour que les gens puissent vraiment, et je pense, j'ai souvent des contacts avec je les ai eus au Canada, je les ai eus en France, aux États-Unis, dans d'autres pays européens. Toutes les communautés de l'Ouest qui sont dans la diaspora sont extrêmement attachées à savoir pourquoi leurs parents sont morts. Et quand il y a des rapports comme ceux d'Amnesty de la semaine dernière, ils en sont encore plus enclins à réclamer cette vérité. Et cette vérité doit déboucher sur des résultats. Les résultats, on les connaît. Quand M. Ouattara, le 17 mars 2011, a dit « les FRCI sont sous mes ordres », il a fait une ordonnance présidentielle quand il était au Golfe, il a dit « les FRCI sont sous mes ordres, je suis le président de la République ». 8 jours après, il massacre 1000 personnes à Douekoué. Qui est le chef des armées de cette armée-là? C'est pas moi qui c'est Ouattara qui a signé. Le sens de ma question, s'il vous plaît, c'était par rapport à la communauté nationale qui avait appuyé ces rebelles lors de la
électorale. Nous avons vu comment l'ONU est intervenu, l'UAO est intervenu, même la France est intervenue. Quelle est la raison de ces groupes ou de ces associations internationales dans la situation actuelle? Est-ce qu'ils ont changé de position maintenant qu'ils ont compris la crise ivoirienne? Voilà le sens de ma question. Monsieur Oudin. Au fur et à mesure que le temps passe, les réalités commencent à apparaître. Vous savez, c'est comme un système de révélateur quand vous faites de la photographie. Dans un début, vous mettez le papier dans un bac, vous voyez des petites choses qui apparaissent, et puis au bout de quelques minutes, vous avez une image claire. Pour la Côte d'Ivoire, il aura fallu 2 ans et demi, 3 ans pour s'apercevoir quelle était la véritable image de la situation. On y arrive, lentement mais sûrement. Et comme dit le président, nous sommes pressés, soyons patients. Les choses vont se faire. D'accord. Mais il faut qu'elles soient faites dans l'ordre. D'accord, très bien. Aujourd'hui, les gens de l'opinion internationale, les responsables internationaux, découvrent les uns après les autres. D'ailleurs, certains n'étaient pas aux affaires quand c'est arrivé. Le gouvernement français actuel n'était pas aux affaires. Donc, ils n'ont pas la responsabilité finale d'avoir tiré sur la résidence du président. Aux États-Unis, aujourd'hui, comme les Américains sont un grand peuple, par la capacité qu'ils ont à se remettre en cause, dans quels que soient les cas de figure. C'est ce qui fait la grandeur d'une nation. Savoir dire « je me suis trompé » et savoir faire de l'introspection. Regardez ce qui s'est passé en Irak, dans d'autres régions. Les Américains, à un moment ou à un autre, sont capables très vite de dire « on a fait des mauvaises choses ». Et peut-être que sur la Côte d'Ivoire, le mouvement est en train de s'inverser et que la situation réelle n'est pas celle qu'on imagine et l'apparente n'est pas celle qui est réellement aujourd'hui perçue aux États-Unis, dans différents milieux. Donc tout ça, il faut laisser les choses se cristalliser. Nous avons un travail à faire, préserver l'unité nationale, refaire en sorte que les Ivoiriens se parlent et se parlent à travers les canaux politiques et qu'on revienne à une société démocratique. Un point, un trait. D'accord, très bien. Merci bien, monsieur Oudin. C'était là l'essence de ma question et vous avez touché du doigt ce que nous savions plus ou moins. Merci encore une fois et j'espère qu'on vous aura plus souvent dans nos débats et sur notre radio internationale. Merci bien, docteur Mouketou. C'est moi qui vous remercie, Madame Noir. Alors, Monsieur Bernard Oudin, votre mot de la fin, mais n'oubliez pas que je vous ai posé une question sur la coopération entre votre pays et le Burkina Faso. Mais vous avez dit vous-même tout à l'heure, docteur, que c'est une coopération, d'abord, qui est très ancienne. Au-delà même de la coopération, la relation entre le Burkina Faso avec son nom actuel. Pardonnez-moi, pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi vous n'allez pas du côté du Sénégal, de la Guinée, du Mali? Pourquoi le Burkina Faso toujours? C'est quoi? Vous m'avez coupé dans ma réponse. D'accord, allez-y, oui, très bien, merci. La Côte d'Ivoire et le Burkina, ou l'ex-Haute-Volta, ont une relation historique qui est spécifique en Afrique de l'Ouest. Par la volonté du colonisateur, et tous les enfants qui ont été à l'école à Abidjan comme moi l'ont appris très tôt au cours primaire, la Côte d'Ivoire et les Haute-Volta ont été à une période le même territoire à l'intérieur de la grande entité géographique qu'on appelait l'Afrique occidentale française. Et ça s'appelait la Basse Côte d'Ivoire et la Haute Côte d'Ivoire. Pour des raisons administratives internes aux autorités françaises, le curseur a été déplacé du haut vers le bas plusieurs fois dans l'histoire du XXe siècle. La dernière fois, il a été déplacé pour en faire en sorte qu'il y avait la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta, qui a fini par s'appeler, avec l'arrivée de Thomas Sankara, le Burkina Faso. Donc il y a une relation humaine, historique, géographique, exceptionnelle au sens étymologique du terme, entre les deux territoires, qui se retrouvent aujourd'hui encore. Vous savez, j'ai une anecdote. En 1945, il y a eu une élection législative, la première élection législative sur les territoires de l'AOF, et donc sur le territoire de la Côte d'Ivoire, et il y avait une élection à Abidjan, et il y avait 2 candidats au deuxième tour.
il y avait l'équivalent du Moro Naba, qui était donc un Mossi, qui était candidat à Abidjan, et Houphouët-Boigny. Et dans un document que j'ai retrouvé de l'administration coloniale française, il y a un administrateur qui dit mais notre gouverneur quand même, il a pas été très fin parce que c'était facile d'organiser le résultat de l'élection et puis comme ça notre gars, parce qu'à l'époque il voulait faire passer le Naba et puis le Naba serait passé et puis c'était bon. Et puis finalement il a laissé faire les choses et Houphouët-Boigny a été élu. Et il rajoute en commentaire, mais finalement c'est peut-être pas plus mal comme ça parce que imaginez Houphouët-Boigny, c'est-à-dire le local entre guillemets, qui aurait été battu et qui se replierait derrière l'eau, parce qu'à l'époque, il y avait à peine un petit pont entre Abidjan Nord et Sud, entre Treichville, la petite île de Petit Bassam, et puis la région du plateau, la région continentale. Et on aurait été fin à avoir ce voltaïque au pouvoir, et puis les forces vives locales réfugiées dans un coin de la région. C'est un document qui date de 1945. Donc vous voyez, cette histoire de la Côte d'Ivoire, elle remonte loin. Et aujourd'hui, on a intérêt à ce que les peuples se parlent. Moi, j'ai grandi dans une Côte d'Ivoire où il y avait, on disait pas les voltaïques, on disait les Mossi. On disait les gens de l'Ouest, les Baoulés, etc. Il y a eu les indépendances, le colonisateur a fixé ça comme ça. Il faut faire avec. Mais c'est comme vous êtes en Flandre, vous avez des gens qui habitent à Dunkerque et d'autres qui habitent à Ostende, ils ont le même nom. Vous allez en Alsace, vous avez des gens qui sont à Strasbourg, d'autres qui sont à Kehl, ils ont le même nom. Vous allez à Nice, vous avez des gens qui ont un nom italien. Ma grand-mère a un nom espagnol parce qu'elle est totalement espagnole. Mais tout ça, comme aurait dit le chanteur français Maurice Chevalier, ça fait d'excellents Français. En Côte d'Ivoire aussi, à un moment donné dans l'histoire, d'autres ont à un moment donné fait en sorte que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée comme ça. On lui a donné le nom, les Européens lui ont donné le nom, on a fait les frontières et tout. Mais les gens qui vivent à l'intérieur maintenant, il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble parce que maintenant, ils sont tous dans la même boîte. Et il y en a qui partiront, il y en a d'autres qui arriveront. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'étais un petit blanc, bébé. Aujourd'hui, je suis resté en partie français, mais je suis aussi ivoirien, j'en suis très fier. Et je participe au débat national. Il y a des gens qui sont à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Le président Gbagbo, Simone Gbagbo est de l'est, le président Gbagbo est de l'ouest, son directeur de campagne était du nord. Le secrétaire général du PDCI est de la région du président Gbagbo. Afine Guessan est du centre baoulé. Les gens font de la politique et se révèlent en tant qu'hommes, publics ou privés, dans la sphère qu'ils veulent, mais avec leurs convictions, et ces convictions sont celles d'une nation en formation. La Côte d'Ivoire est une nation en formation. Et qu'elle ait des bons rapports de voisinage, c'est essentiel. Et quand le président Gbagbo, malgré la crise, sachant que toutes les choses étaient venues du Burkina, il a voulu qu'il y ait des conseils des ministres entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, des relations avec M. Compaoré et les forces vives du Burkina Faso d'aujourd'hui. Mais c'est la même chose avec nos amis maliens, guinéens, ghanéens. En plus, avec les Ghanéens, il y a encore plus, parce que le roi des Ashanti, il est à Koumassi, et les franges les plus à l'ouest, sont entre Bouaké et Yamoussoukro. Mais le grand patron, entre guillemets, il est à Koumassi. Donc il faut aussi, et on a d'excellents rapports avec les Ghanéens, et on n'a pas eu le même colonisateur. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est ça que la vieille Europe, comme certains ont voulu dire à une époque, elle s'est forgée dans le sang, les larmes, les épreuves, mais aujourd'hui, on a une monnaie européenne, et on perd pas un petit Suédois ou un petit Allemand ou un petit Italien, on a envie de prendre l'arme contre l'autre. En particulier les Français et les Allemands, ou même les Français et les Anglais. Hein. Depuis entre Jeanne d'Arc, Waterloo, Trafalgar, Fashoda, on a quelques souvenirs difficiles avec les Anglais. Et pourtant aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc l'Afrique est aussi en formation et les États, les nations, les peuples doivent aussi se comprendre les uns les autres. Anzere Koré ou à Danané, ce sont des cousins. À Boisseau ou à Takoradi, ce sont des cousins. À Odiéné ou à Sikasso, ce sont des cousins. Quand on est du côté de Zouin-Ounin ou de Bloléquin, les gens de l'autre côté au Libéria, ce sont des cousins.
Mais on a formé des nations. Et il faut que les gens se forment. Et peut-être que dans le futur, ces gens décideront de faire un grand espace international, comme on est en train d'essayer de former en Europe, avec des particularités régionales, et puis un grand ensemble. Mais ça, c'est les peuples qui le décideront. Donc aujourd'hui, c'est normal que les gens se parlent, que les gens aient des différences, mais c'est dans la différence que se crée la capacité d'innover, d'avancer, de se respecter. Espérons que pour le futur de la Côte d'Ivoire, l'épreuve actuelle servira aux Ivoiriens et à tout le monde. Bien, merci Monsieur Bernard Oudin. Je ne sais pas si vous pourriez présenter un mot de la fin, et puis nous allons vous libérer. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Bernard Oudin. Écoutez, je ne voudrais pas trop insister sur ce que je viens de dire. Simplement, c'est que je répète comme toujours, la parole du président Gbagbo est une parole d'apaisement. La nécessité de sa réintroduction dans le jeu politique ivoirien est une nécessité absolue qui grandit de jour en jour. Les derniers événements en Côte d'Ivoire sont à saluer comme des événements qui permettent d'abaisser la tension, mais qui ne sont pas suffisants parce qu'ils doivent être suivis des faits, c'est-à-dire de remettre en forme des relations, et que le pouvoir actuel, on a parlé tout à l'heure de problèmes de corruption, etc. Il faut que là aussi, il y ait un certain nombre de choses qui aient lieu pour qu'il n'y ait pas des ruptures, qu'il n'y ait pas des brisures entre les différentes couches de la population, et que la Côte d'Ivoire puisse être une entité harmonieuse où c'est la parole et le droit qui sont en jeu et non pas la force brutale ou la prévarication. Et c'est le vœu que je peux former pour tous les petits Ivoiriennes et tous les petits Ivoiriens pour leur futur. Et quand nous serons plus là, quand il n'y aura plus de tout le monde, nous serons tous dans les cimetières dans 50 ans, que ce pays puisse vivre et grandir dans l'harmonie. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Bernard Oudin, qui est le porte-parole du président Laurent Gbagbo Koudou, zone Europe-Amérique. En tout cas, merci encore et à très bientôt pour les auditeurs ivoiriens, puisque c'est le 50